Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cette fois les éphémérides du mois d'octobre en léger différé depuis mon bureau, mais je vous les présente comme chaque fois. Comme d'habitude, nous commençons par parler des planètes. Il y a particulièrement beaucoup de choses à dire ce mois d'octobre. Il y a une qui tient évidemment la vedette plus que les autres, mais les autres ne sont pas en reste. De très beaux balais célestes, de très belles conjonctions seront à observer durant ce mois d'octobre. Commençons directement par celle qui est la moins intéressante en fait ce mois-ci. C'est Mercure qui est pratiquement inobservable malgré le fait qu'elle est au plus loin du Soleil, que son élongation est maximale à l'est du Soleil pour l'instant en début de mois. Et elle est malgré tout inobservable car elle se trouve au sud de l'écliptique et l'écliptique en période d'équinoxe d'automne est très très incliné le soir sur l'horizon. Voici une petite animation qui illustre le propos. La ligne rouge, c'est l'écliptique, et comme vous pouvez le constater, eh bien, l'écliptique est très incliné sur l'horizon, ce qui fait que Mercure n'a pas le temps de s'élever suffisamment au-dessus de l'horizon avant de disparaître dans les dernières lueurs du Soleil. Et donc vous voyez que, en fait, voilà, ça c'est les situations la ligne de l'écliptique au coucher du soleil à l'automne, et vous voyez qu'au printemps c'est exactement l'inverse. Là l'écliptique est bien redressé dans le ciel le soir aux alentours de l'équinoxe de printemps. Vous l'attendez, elle est là, c'est la vedette incontestable de tout ce mois d'octobre, toute catégorie confondue, c'est évidemment la planète Mars qui brille déjà de mille feux dans le ciel depuis pas mal de jours. De plus en plus, ça va continuer à augmenter puisqu'elle sera à l'opposition, c'est-à-dire dans l'alignement avec la Terre et le Soleil le 13 octobre, et elle sera au plus près de nous quelques jours avant, le 6 octobre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'observer hier, hein, à la faveur d'une éclaircie aussi inattendue et qu'agréable dans notre ciel bien gris de ces derniers jours. Elle tenait compagnie à la pleine lune et elle soutenait sans aucun problème l'éclat de la pleine lune comme un bijou incrusté dans le ciel juste à côté de la pleine lune. C'était vraiment magnifique à observer. Poésie quand tu nous tiens. Comme je vous le disais, elle passera au plus près de la Terre le 6. Elle sera à 62,7 millions de kilomètres et elle sera à l'opposition donc bien le 13. Alors pourquoi cette différence entre l'opposition et la date de la plus grande proximité de Mars par rapport à la Terre? Eh bien c'est tout simplement parce que l'orbite de Mars autour du Soleil est beaucoup plus elliptique que celle de la Terre, plus excentrée, et donc eh bien, la déformation, l'écrasement de la forme de l'orbite de Mars autour du Soleil fait que dans leur course autour de l'astre du jour, eh bien, les deux planètes sont au plus proche quelques jours avant l'opposition qui est cette situation-ci. Donc ça c'est le 6 octobre et ça c'est le 13 octobre. Cette opposition, eh bien, il faut en profiter un maximum car Mars ne sera plus aussi près de la Terre que cette année et qu'en 2018 d'ailleurs. Elle ne sera plus aussi près de la Terre avant 2035. Alors l'explication, eh bien, c'est que en fait, les, la proximité de la Terre et de Mars lors des oppositions de Mars suit un cycle d'une quinzaine d'années, de 15,8 années exactement. Ceci est dû aussi à l'ellipticité importante de l'orbite de Mars, beaucoup plus importante que celle de la Terre autour du Soleil, qui fait que lors de certaines oppositions, elle est au plus près du Soleil, au périhélie, et lors d'autres oppositions, elle est au plus loin du Soleil, c'est-à-dire à l'aphélie. Et lors des oppositions périhéliques, eh bien, elle est aussi au plus proche de la Terre, fatalement, puisque la Terre se trouve entre Mars et le Soleil. Et donc c'est ainsi que l'on trouve une succession de
dans ces cycles de 15 ans, une succession de trois oppositions périhéliques où Mars est beaucoup plus proche et beaucoup plus brillante. La dernière et la plus proche, en fait, c'était en 2018, en juillet 2018, souvenez-vous. Malgré ça, les conditions étaient moins favorables parce qu'elle était beaucoup plus basse sur l'horizon. Ici, nous avons encore en 2020 donc une très belle opposition. Et puis, vous voyez que dans 2 ans, elle sera déjà beaucoup plus loin, à 80 millions de kilomètres. Et puis après, on va dépasser les 100 millions de kilomètres jusque dans les années 30. Et puis en 2035, on aura de nouveau une belle opposition très proche. Voilà, donc on retrouve en fait des cycles dans lesquels il y a 3 ou 4 oppositions aphéliques qui sont suivies de 3 oppositions périhéliques. Voilà l'illustration de ce que je vous disais. Donc vous voyez bien l'excentricité de l'orbite de Mars autour du Soleil, et vous voyez que lors d'une opposition aphélique, eh bien, Mars est évidemment plus éloigné de la Terre qu'elle ne l'est lors d'une opposition périhélique, comme c'est encore le cas. C'est quelques images qui déjà, avant j'espère d'autres images encore bien meilleures, puisqu'elles seront prises, je l'espère, si la météo le permet, au moment de l'opposition ou encore mieux au moment de la plus grande proximité de Mars par rapport à la Terre. Ici c'est une petite image que j'ai eu l'occasion de faire le 14 septembre avec un télescope d'1 mètre et de 20 centimètres de diamètre. Voilà, c'est une image qui manque encore de résolution puisque on était à ce moment-là encore à 1 mois de l'opposition et donc la taille apparente de la planète rouge n'était pas encore bien grande dans le ciel. D'autres images, cette fois prises par Philippe Morel au moyen d'un télescope Célestron C14, le même que celui dont nous disposons à Civry sous la coupole. Ça, c'est une image qu'il a prise donc le 21 septembre et une très intéressante et très spectaculaire animation qu'il a réalisée en, en cascadant des images qui ont été prises entre le 18 septembre à 22h38 et le 19 septembre à 2h24 temps universel. Et on voit une partie du mouvement de rotation de Mars, partie d'un jour martien. C'est assez spectaculaire. Saturne. Eh bien, Saturne est encore bien observable malgré le fait qu'elle s'éloigne de nous. Elle était à l'opposition le 20 juillet dernier et elle est maintenant, ou plus exactement ce sera le 18 octobre, en quadrature à l'est du Soleil, c'est-à-dire qu'elle formera par rapport à nous un angle de 18 degrés, de 90 degrés par rapport au Soleil, vu depuis la Terre. Ce sera le 18 octobre précisément. Ça, c'est la situation de quadrature. Elle se couche encore pour l'instant 5h30 après le soleil, et donc elle est bien observable toujours le soir à la fin du crépuscule au-dessus de l'horizon sud-sud-ouest. Mais comme je vous le disais, son éclat et sa taille diminuent. Sa magnitude à la mi-octobre sera de 0,5. Le diamètre apparent de son disque occupera 16,6 secondes d'arc dans le ciel et si on ajoute les anneaux, ça fera 37,7 secondes d'arc. Vénus, eh bien, demain matin, si le ciel est dégagé, levez-vous tôt. Elle brillera à moins de 15 degrés demain matin 3 octobre. Elle brillera à moins de 15 degrés de Régulus, qui n'est autre que l'étoile principale la plus brillante de la constellation du Lion. Elle se lève encore 3h30 avant le soleil et elle se trouve 20 degrés au-dessus de l'horizon est en fin de nuit. Et à partir du 22, elle sera dans la constellation de la Vierge. Voilà la situation demain. Donc vous avez quand même une conjonction bien serrée. Vous avez la constellation du Lion ici et l'étoile Régulus et Vénus qui seront vraiment collées. Là, c'est une simulation qui nous place à 6 heures du matin. Jupiter, eh bien, son parcours est assez similaire à celui de Saturne. Elle était à l'opposition, non pas le 20, mais le 14 juillet.
dernier. Et comme Saturne, eh bien, va se trouver maintenant en situation de quadrature à l'est du Soleil. Ce sera pour elle le 11 octobre. Elle est dans le Sagittaire, elle brille toujours bien, d'une magnitude moins 2,3, on ne peut pas la rater le soir au-dessus de l'horizon sud. Elle se couche encore 5 heures après le soleil actuellement, mais il faut bien reconnaître que la bonne saison d'observation, en tout cas aux instruments, se termine car elle va se trouver de plus en plus bas sur l'horizon, de plus en plus près des zones de turbulence et de pollution lumineuse. En se rapprochant néanmoins de Saturne au fil des semaines, elle sera à 5 degrés de 5,2 degrés de séparation de Saturne le 31 et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année pour culminer avec un extraordinaire spectacle qui, j'espère, sera visible et dont nous reparlerons tout à fait à la fin de l'année. Un petit mot sur Uranus qui est à la limite de la vision à l'œil nu dans un bon ciel, mais qui peut être observé peut-être même avec des jumelles. Elle sera aussi à l'opposition ce mois-ci, en fin de mois. Elle sera à 18,79 unités astronomiques de la Terre, donc 18,79 fois 150 millions de kilomètres de la Terre, ce qui donne en fait 156 minutes lumière, une distance de 156 minutes lumière. Elle est à observer donc vers minuit au sud dans la constellation du Bélier avec des jumelles ou un petit instrument, très haut quand même au-dessus de l'horizon, à 58 degrés. Son diamètre apparent n'est pas bien grand, évidemment, elle est loin de nous. Il est de 3,7 secondes d'arc. Et attention, nous sommes en période de pleine lune, donc il faut vraiment viser dans la bonne direction. Mais elle devrait être observable malgré la pleine lune avec un petit instrument. Voilà, ça c'était pour les planètes. La Lune, eh bien ça c'est le calendrier lunaire traditionnel. Le mois a commencé avec la pleine Lune. La nouvelle Lune sera le 16 et nous aurons de nouveau une pleine Lune, donc deux pleines Lunes durant ce mois d'octobre, le 31. Comme toujours aussi ce diagramme qui vous montre l'élévation maximale au-dessus de l'horizon de la Lune au fil du mois. Donc je vous le rappelle, pour notre latitude, il faut imaginer, eh bien voilà, il faut imaginer ici cette ligne. Non, je dis des bêtises, il faut imaginer, pardon, une ligne ici quelque part entre 55 et 45 degrés de latitude nord. Voilà. Les conjonctions intéressantes, ben là, les planètes évidemment seront impliquées dans bon nombre d'entre elles. Le 3 octobre, donc demain matin, la Lune et Mars seront très proches l'une de l'autre à 0,7 degrés en fin de nuit au-dessus de l'horizon ouest-sud-ouest. Ici, voilà, l'image que vous voyez, c'est la situation dans les Poissons, donc à 4 heures du matin. À la fois la Lune, quasiment pleine encore, et Mars sont si brillantes que, une fois que les premières lueurs du jour embraseront le ciel, eh bien, les deux astres continueront à rester visibles au-dessus de l'horizon ouest. Pas mal de dessins de météores intéressants, plus ou moins intéressants, mais il faut les mentionner ce mois d'octobre. Nous avons notamment l'essaim de météores des Draconides, dont la période d'activité assez courte s'étend du 6 au 10 octobre et le pic d'activité autour du 8 octobre. Les Draconides sont associés à la comète 21P Giacobini-Zinner, qui a été découverte en 1900 par Michel Giacobini à l'observatoire de Nice. Et l'essaim est parfois nommé d'ailleurs Giacobinide en son honneur au lieu de Draconide. Cette comète a été retrouvée en 1913 par un professeur d'astronomie à l'université de Munich, Ernst Zinner. La période de cette comète est de 6,62 années. Alors les Draconides, c'est un essaim auto très imprévisible, il peut passer quasiment inaperçu et, et manifester des pics de plusieurs centaines de météores par heure. Ce sont des météores qui rentrent très lentement dans les hautes couches de l'atmosphère à une vitesse voisine de 20 km par seconde et donc ils laissent de grandes traînées pâle mais jaunâtre qui persiste assez longtemps dans le ciel.
Malheureusement, cette année, les conditions d'observation ne seront pas idéales, puisque la Lune sera gibbeuse décroissante dans la constellation du Taureau. Voilà une vraie image de Giacopini-Zinner que j'ai eu l'occasion de prendre avec mon télescope de 20 cm le 1er septembre 2018. Autre essaim de météores, ce sont les taurides sud. C'est un essaim actif du 10 septembre au 20 novembre, donc vous voyez c'est assez étendu. Les taurides sud sont associés à la comète 2P Encke, qui est d'ailleurs venue nous visiter au Périhélie durant l'été, le 25 juin 2020. Cette comète 2P Encke, elle a été découverte le 17 janvier 1786 par Pierre Méchain à Paris, et elle est nommée en l'honneur de l'astronome allemand Johann Franz Encke, qui a déterminé la période de cette comète. Et c'est important parce que c'est la seconde comète périodique qui a été découverte après la célèbre comète de Halley. Alors le sillage de cette comète est assez complexe. Parce qu'elle s'est un peu fragmentée. L'essaim possède en fait ici deux radiants, tous deux dans le Taureau, un dans les Hyades, ce sont les taurides sud qui nous occupent, et dans un mois, au mois de novembre, il y aura les taurides nord, qui seront dont le radiant sera plutôt dans le voisinage des Pléiades. En fait, le corps parent des taurides sud ne serait pas la comète elle-même, mais bien un fragment de la comète qui a perdu son activité cométaire et qui est donc un astéroïde, l'astéroïde 2004 TG10, qui est donc un fragment de 2P Encke, dont nous croisons le sillage 2 fois par an. Et le pendant de ce double essaim des taurides nord et sud en automne, eh bien, c'est en juin l'essaim diurne des bêta-taurides. Rementionnons encore une fois, sans nous étendre sur le sujet qui a déjà été abordé abondamment, mais on ne peut pas ne pas mentionner le 13, l'opposition de Mars, cette dernière petite image qui vous montre en fait l'évolution de la taille apparente de la planète rouge dans le ciel au fil des mois, et on voit donc entre le mois de juillet et le mois d'octobre, plus précisément le 6 octobre, jour où elle sera le plus proche de nous, eh bien, il y a une impressionnante évolution de la taille apparente de Mars. Quelques conjonctions agréables à observer. Le 14 à l'aube, le croissant de lune et sa lumière cendrée qui sera en conjonction avec la planète Vénus sous le Lion. Un autre essaim de météores, le maximum des epsilon géminides, dont le radiant se trouve, comme vous le voyez, dans la constellation des Gémeaux, près de la constellation des Gémeaux. C'est donc le 18, le pic d'activité prévu est le 18 octobre. Les Epsilon Gemini est un essaim de météores modeste associé à une comète à longue période qui porte la dénomination, la nomenclature C 1964N1 Ikea, qui est passé pour la dernière fois au Périhélie le 1er août 1964. Essaim assez modeste puisque le taux horaire moyen est de 2. Elles sont très rapides, par contre, très brillantes. Elles rentrent dans l'atmosphère à 70 km par seconde. Et cette année, il n'y a pratiquement pas de lune. La nouvelle lune, c'était 2 jours plus tôt. Et donc, les conditions pour en observer une ou l'autre sont excellentes, en théorie en tout cas. Un autre essaim plus important, lui, ce sont les Orionides, dont le maximum intervient le 21 octobre en seconde partie de nuit. Les Orionides, eh bien, c'est le pendant d'un autre essaim qui intervient en mai, c'est le pendant des états aquarides de mai, et elles proviennent des poussières perdues par l'emblématique comète de Halley, dont, je vous le rappelle, la période est de 76 ans, et son dernier passage au Périhélie remonte déjà à 1986, mais ça fait qu'il faudra quand même attendre le 28 juillet 2061 pour la revoir passer au plus près de nous et au plus près du Soleil. La période d'activité des Orionides s'étend du 2 octobre au 7 novembre.
Les conditions sont excellentes cette année parce que la Lune n'est pas du tout gênante. Le taux horaire moyen est de 30, donc c'est un essaim assez fourni. Il est très rapide, très brillante. Les météores rentrent dans les hautes couches de l'atmosphère à 66 km par seconde et elles laissent des traces qui peuvent souvent persister dans le ciel pendant plusieurs secondes. Quelques conjonctions très jolies entre Saturne, Jupiter et la Lune qui vont se livrer à un ballet dans les soirées de la seconde partie d'octobre, la seconde moitié d'octobre. Ici, nous sommes le 22 en début de soirée. La Lune et Jupiter se trouvent au-dessus de l'horizon sud-sud-ouest, très très proche. Évidemment, Saturne n'est pas loin. Nous sommes dans le Sagittaire. La Lune est cette fois Saturne. Jupiter n'est toujours pas loin, évidemment. Au-dessus de l'horizon sud, le 23 en début de soirée. La saga du changement d'heure continue et le dimanche 25, eh bien, dans la nuit du 24 au 25, nous quittons en principe l'heure d'été et nous revenons à ce qui est plus proche de notre fuseau horaire naturel, c'est-à-dire le temps, UTC plus 1, donc le temps universel coordonné plus 1 heure. Le dimanche 25 à 3 heures du matin, eh bien, nous reculerons nos montres réveil et tout ce qui donne l'heure d'1 heure et à 3 heures du matin, il sera 2 heures. Il est possible d'ailleurs que ce soit la dernière fois que nous changeons d'heure, mais ce dossier est encore loin d'être clos. Nous terminons ces éphémérides d'octobre par la vedette, à tout seigneur, tout honneur. La vedette du mois, c'est Mars, avec une conjonction entre une lune gibbeuse croissante, presque pleine, gibbeuse croissante à 99%, et la planète rouge, Mars, qui terminera en beauté son tour d'honneur de ce mois d'octobre. Voilà, je vous salue, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt, au mois prochain, j'espère en chair et en os cette fois.